Ce soir, une émission, chère Jacqueline, sur le thème qu'il faut donc rappeler avec les invités présents sur le plateau. Alors donc, vous venez d'entendre un hommage à Jean Parvulesco et le deuxième thème, sommes-nous en état de survie sur Radio Courtoisie? Non, pas sur Radio Courtoisie. Si nous sommes en état de survie sur Radio Courtoisie, ça demeure très grave. On va faire appel aux dons, là. Hein. Déjà que nous avons intérêt à faire appel aux dons en général. Non. Rappelez quand même sur Radio Courtoisie, quel est le thème. Radio Courtoisie, et vos invités sont Constantin Parvulesco. Constantin Parvulesco, vous me troublez. Constantin Parvulesco, organisateur de l'hommage à Jean Parvulesco pour le 23 novembre. Et qui reste avec nous pour le débat. Voilà. Francis Cousin, philo-analyste, auteur de Lettres contre l'avoir. François Bousquet, journaliste au Spectacle du Monde. Et Olivier François, collaborateur à la revue Éléments. Voilà, à l'occasion donc de la parution du livre de Christopher Lasch et Cornelius Castoriadis, La culture de l'égoïsme, postface de Jean-Claude Michéa aux éditions Climat, et le livre de Francis Cousin, Lettres contre l'avoir, pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent. Aux éditions de La Source. Le retour aux sources. Du retour aux sources. C'est un bon programme. Oui. Ouais, c'est un bon programme. Alors, on peut s'étonner de nos jours, messieurs, quand on entend parler de société d'abondance, de société d'opulence, pour reprendre l'expression d'Augusto Del Noce, on peut s'étonner que nous parlions de survie et qu'il y ait même à la périphérie de ce qu'on appelle la survie, des mouvements survivalistes, dont vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Comment pourrait-il y avoir d'un côté une société d'abondance, de richesse, une société opulente, et de l'autre une société où les gens seraient précisément de plus en plus instables et de plus en plus vulnérables et se sentiraient presque en état de survie? Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? Et en réalité, on s'aperçoit que dans les sociétés spirituellement les plus pauvres, socialement les plus pauvres, ce sont également les sociétés matériellement les plus riches. Et qu'il y a un vide à occuper, et que dans une société comme la nôtre, qui est la première société au monde qui utilise des anxiolytiques et des tranquillisants, où les familles monoparentales se multiplient, où il y a un divorce sur deux dans tout le pays, où on assiste à une anomie sociale de plus en plus grandissante, le cancer, si j'ose dire, généralisé à l'ensemble de la société, pose le problème effectivement de la survie spirituelle, sociale, culturelle, humaine des sociétés dans lesquelles nous vivons. Alors j'ai envie de poser déjà la question aux quatre invités qui sont présents sur le plateau. Quand on vous parle de société de survie, comment ça vous fait réagir? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de voir cet état de survie? Est-ce que cette expression ne vous semble-t-elle pas catastrophiste? Est-ce que cette expression ne vous semble-t-elle pas réaliste? François Bousquet, déjà pour commencer. Moi, je ferais plutôt une lecture écologique de la situation de survie. Sur le plan spirituel, mon Dieu, on s'arrange et on s'en accommode. On lit Tolstoï, on lit Dostoïevski, on se réfugie, comme disait Montaigne, au temps des guerres de religion, dans l'arrière-boutique. Hein. Mais pour la dimension écologique, les gens qui travaillent sur le projet Manhattan avaient fait une horloge de la fin du monde, hein, et qui était calée à minuit moins 5. Aujourd'hui, elle doit être calée à minuit moins 3. Et des gens comme Gunther Anders ou comme Baudrillard disaient qu'au fond, l'apocalypse, c'est déjà produite. Hein. Pour Anders, elle s'est produite au Japon en 1945. Hein, et pour Baudrillard, elle s'est produite sous nos yeux où on ne l'a pas vue. Donc moi, je suis un catastrophiste assumé. Le catastrophisme, c'est une théorie initialement, ça a été repris aujourd'hui, mais c'est une théorie qui vient des paléologues. Hein. C'est Cuvier qui l'a posée. Il y a eu 5 grandes catastrophes dans le vivant, la dernière étant le Crétacé. Ça s'appelle le catastrophisme. Ça a été, cette théorie-là a été attaquée de manière assez virulente par les darwiniens, parce qu'elle semblait corroborer le déluge. Hein. Et donc des grands mythes religieux. Donc le catastrophisme ne me surprend absolument pas. On vit vraiment. Mais alors, est-ce que ça n'est pas parce que justement on vit dans une société dépressive et dans une société anomique, dans une société où certains se sentent en état de survie, qu'il y a par contre-coup un catastrophisme qui peut éclairer d'une certaine façon
la pente descendante qui est la nôtre. Je le répète, que l'abondance est un mirage. Hein. Donc qu'elle produise de la dépression, qu'elle produise des sous-zéros welbeckiens ou kafkaïens, des cancrelats, enfin c'est pas surprenant, qu'elle soit bourrée de Prozac et d'anxiolytiques, hein, certes. Hein, ça c'est le contre-coup, c'est les vases communicants. Est-ce que l'humanité était préparée? Parce que l'humanité a toujours vécu dans des sociétés de pénurie, donc subitement il y a l'abondance, subitement il y a la manne céleste. Il se trouve qu'en l'occurrence là elle n'est pas céleste, hein, mais c'est un mirage. Moi je me place sur un autre plan. Je crois que la catastrophe écologique a déjà eu lieu. La capacité de renouvellement de la Terre, ça fait depuis 20 à 30 ans qu'on a franchi allègrement. Et je suis un lecteur de ce qui me semble être un des grands auteurs de sagesse, Sapientio, c'est qui est Nicolas Georgescu-Roegen, que je recommande aux auditeurs. Hein. Il faut le lire tous les soirs, un petit passage. Hein. C'est une méditation phénoménale sur l'inexorable. Hein. Et on a basculé dans l'inexorable. Donc ma lecture de la catastrophe hein, n'est pas tant métaphysique qu'écologique. Hein. D'accord, mais alors, oui, mais alors justement, ce catastrophisme entre guillemets écologique ou environnemental, ce catastrophisme peut-être démographique aussi et humain. Tout est lié. Oui. N'est-il pas lié aussi à cette idéologie de la croissance qui fait que illimitée, qui fait que plus on consomme, plus on produit, plus on exploite les ressources naturelles, plus on veut continuer à produire, à consommer et justement à exploiter des ressources naturelles. C'est-à-dire cette course au toujours plus qui consiste finalement à être systématiquement dans le productivisme effréné, dans la course à la rentabilité et finalement à faire que l'économie n'est plus au service de l'homme, mais l'homme est au service de l'économie et l'économie est au service de la finance. Est-ce qu'il n'y a pas là un arasement global de l'homme et de ses appartenances, de ses communautés, et qui fait que finalement l'homme est de plus en plus déshumanisé et se sent justement en état de survie. L'homme, il essaie de tirer son épingle du jeu. L'homme, il est, selon le mot de Gunther Anders, il est obsolescent. Mais pas seulement l'homme. Hein. On vit sous le signe du jetable. Hein. Donc c'est le signe de la fin du monde. Hein. Quoi qu'il arrive... cette abondance, elle est née dans les cercles libéraux, c'est une mystique, hein, c'est une croyance religieuse. Hein. Jean-Baptiste Say disait que c'est pourquoi dans l'économie capitaliste, hein, capitalistique, la ressource on considère que la ressource est inépuisable. Hein. Or, la seconde loi de la thermodynamique sur laquelle s'appuie Nicolas Georgescu-Roegen nous apprend le mécanisme de l'entropie. C'est une fois que vous transformez de la ressource, hein, c'est-à-dire notre trésor, hein, vous le transformez. Une fois que vous transformez la chaleur en travail mécanique, la chaleur est perdue. En fait, elle n'est pas perdue à l'échelle des temps géologiques, puisque dans 100 millions, à la suite de cycles de réchauffement, on va reproduire à nouveau, la Terre, le vivant va reproduire du pétrole. J'aime énormément le texte de Valéry. Nous autres, oscillations, savons que nous sommes mortels. Hein. C'était écrit au sortir de la guerre en 18. Hein. Mais en réalité, c'est nous autres espèces. Hein. Savons désormais que nous sommes mortels. Le vivant, non. Le vivant a une capacité de résilience phénoménale. Hein. Alors disons très rapidement, pour que les auditeurs comprennent bien, que l'idéologie de la croissance consiste finalement à dire que plus l'on produit, plus l'on consomme à l'infini dans un monde fini, plus évidemment on va dans le mur, puisque c'est impossible. C'est pas possible de produire, de consommer, de travailler, de polluer à l'infini dans un système qui est fini sur le plan ne serait-ce que géographique et planétaire. Olivier François. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait notre ami François Bousquet. Il parlait de Jean-Baptiste Say et de ces penseurs du libéralisme. On pourrait peut-être trouver un autre mot parce qu'il y a quand même le terme liberté dans le libéralisme. Il eut un libéralisme quand Peggy parlait des libéraux au sens du 17e. C'était quelque chose des gens qui étaient dans la dépense, mais dans la dépense généreuse. Mais alors là, vous allez tomber dans l'écueil de Jean-François Kahn qui parle des néolibéraux. Alors je ne tomberai pas, surtout pas dans l'écueil de Jean-François Kahn, mais en écoutant François, je me rappelais aussi la phrase de Bernanos qui expliquait qu'on ne comprenait rien au monde moderne si on ne l'entendait pas comme une conspiration permanente contre toute forme de vie intérieure. Et j'aimerais ajouter qu'à partir, peut-être que Francis Cousin pourra aussi faire la généalogie de toutes ces questions et de toute l'horreur dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mais c'est que non seulement c'est une conspiration contre toute forme de vie intérieure, mais qu'à partir, moi je le mets, enfin ça devient évident au XVIIe, c'est-à-dire qu'il y a une calomnie
de la capacité qu'a l'homme à être dans l'être, d'avoir une vie antérieure. C'est on calomnie la capacité que l'homme a à être dans le don, dans la générosité, dans la communauté, etc. Et que tout d'un coup, à partir du XVIIe, on le voit avec les moralistes, avec un certain jansénisme aussi d'ailleurs, hein, il y a des racines théologiques à tout ça, on va expliquer qu'au fond, l'homme n'est qu'un être d'intérêt. Et ensuite, toute cette calomnie justement contre une certaine capacité de l'homme à donner, à être dans l'être justement, on va livrer tout cela au calcul, puisque l'homme est dans l'intérêt, donc au bout du compte, il faut que les institutions soient épurées de toute forme de réflexion sur l'être et de toute forme de volonté de contemplation là. Mais alors si je vous comprends bien, je pense que ça serait bien de développer cette question-là, parce qu'elle est liée aussi à l'établissement d'une société de l'avoir et d'une société de la production. Alors François Bousquet parle de survie environnementale, écologique, humaine, mais ne la réduit pas qu'à cela, et il l'englobe au sein d'une vision du monde plus totalisante. Vous, la survie dont vous parlez est une survie plus spirituelle, finalement, puisque la société de l'avoir a pris le pas sur la communauté de l'être, pour reprendre une expression de Francis Cousin. Alors vous, Francis Cousin, vous êtes encore plus maximaliste, parce que dans votre ouvrage « L'être contre l'avoir, pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent », vous faites remonter en quelque sorte l'état de survie même de l'espèce humaine et de sa spiritualité, de son écologie, de son habitat, de sa raison d'être, finalement, après Platon et Aristote, au moment de Parménide. Si vous voulez, chez les présocratiques, à partir des présocratiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant des millénaires, l'humanité a vécu dans des communautés de l'être où la sacralité était le tout du vivant. La dichotomie sacré-profane n'existait pas. Le sacral de la communauté primordiale, c'est le sacral d'une communauté, c'est la vieille racine indo-européenne « ske », qui signifie inappropriable, non monnayable. Et donc, dans la sacralité, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'État, il y a un produire pour la vie de la communauté. Et à la révolution néolithique, par le biais des stocks agricoles qui vont émerger, il va se produire une division de la communauté organique. Les Germains ignorent la division, les Sioux ignorent la division, et pendant des millénaires, il n'y a pas eu de chefferie, il n'y a pas eu de prêtrise, il n'y a pas eu de producteurs d'un côté et de prêtres de l'autre, ni de guerriers un peu plus loin. Le guerrier était un producteur et le producteur était un guerrier. Et à un moment donné, par le biais de cette dévastation de la révolution néolithique, va émerger l'avoir. Et l'avoir émerge à partir du moment où la communauté organique de l'être est divisée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sacral est un fait historique total. Il y a du sacral partout où il n'y en a plus. Oui, mais alors, ce qu'on a envie de vous rétorquer, Francis Cousin, c'est que le sacral est incarné et que l'incarnation des hommes ne se passe pas du pouvoir. Or, dans la démonstration que vous nous faites, vous semblez dire que dès l'origine, les êtres vivants pouvaient vivre en autogestion sans une forme de pouvoir qui les surplomberait et qui leur permettrait de donner un sens à leur existence. Alors, il n'y avait pas de gestion, donc il n'y avait pas d'autogestion, mais on le voit très très bien, par exemple, dans les communautés germaniques, lorsque Tacite et César décrivent de manière extrêmement précise le fonctionnement du groupe germanique, il n'y a pas de chef, il y a un meneur ponctuel. Oui. Et on voit très bien que quand les Germains vont tuer Arminius, c'est parce que Arminius, dans cette proximité civilisationnelle avec la pathologie romaine du pouvoir, a voulu jouer au chef romain. Donc l'assemblée des guerriers va dire à Arminius, tu déconnes, et puisque tu déconnes, nous t'éjectons. Et on voit ça dans tous les groupes amazoniens sur lesquels, par exemple, a travaillé Pierre Clastre. Il n'y a pas de chefferie. Et tout le travail qui a été fait, par exemple, sur les royautés ancestrales grecques, Agamemnon n'est pas un basileus théocratique, militariste, qui impose un pouvoir. Il est élu par une assemblée pour une opération ponctuelle, et une fois que l'opération ponctuelle a terminé, Agamemnon n'est plus rien. Donc, il y a toute une réécriture à faire, mais pour en revenir au problème de la survie, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons le temps où l'économie, le despotisme de la marchandise, le spectacle dictatorial de l'avoir s'est fait monde. Et c'est ce que les groupes radicaux autour de la Première Internationale ont mis en marche comme analyse critique, en prévoyant l'horreur du capitalisme d'État bolchevique
et en prévoyant l'horreur de la démocratie réalisée de la marchandise contemporaine, l'économie dévaste tout. Elle dévaste l'air, elle dévaste l'eau, elle dévaste les sensations et elle dévaste les relations les plus intimes de notre intimité la plus profonde, puisque justement le spectacle de la marchandise a produit une économie narcissique de la représentation où l'émotion la plus intime de chacun d'entre nous est colonisée et dévastée par l'empire du faire-valoir. Donc on est arrivé au point où la marchandise, il faut bien que les gens comprennent que ce ne sont pas des stocks dans des hangars, mais que la marchandise est une dialectique omniprésente de colonisation de toutes nos sensations, nos odeurs, nos ressentiments. Nous sommes colonisés par l'empire de la marchandise, et ce que les groupes radicaux des années 1850 avaient prévu est maintenant là. Nous sommes dans l'horreur catastrophique du capital universel, et il y a une solution toute simple, où le capital se restructure par des guerres infinies et par une dévastation de la biosphère, où l'être humain émerge dans une radicalité anti-argent pour retrouver une communauté de l'être. Nous reprenons cette discussion, ce débat. Bobino. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, continue de l'honorer. C'est le dimanche 2 décembre que nous célébrerons le 25e anniversaire de Radio Courtoisie, et non le 18 novembre, comme il avait été d'abord envisagé. Dimanche 2 décembre, à 11h30, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2012 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 2 décembre, à 11h30, sur la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Oui, vous êtes sur Radio Courtoisie, les enjeux actuels dirigés par Arnaud Guyot-Janin, consacré à 2 thèmes. Je vous donne le second thème. Sommes-nous en état de survie ? Avec Constantin Parvulesco, organisateur de l'hommage à Jean Parvulesco le 23 novembre, Francis Cousin, philo-analyste, auteur de Lettres contre l'avoir, aux éditions Le Retour aux sources, c'est cela ? Et François Bousquet, journaliste au Spectacle du Monde, et aussi également Olivier François, collaborateur à la revue Éléments. Voilà, alors avant de donner la parole à Constantin Parvulesco pour qu'il rebondisse sur un petit peu tout ce qui a été dit, y compris sur ce que vient de dire Francis Cousin, je vous avoue, Francis Cousin, que dans la critique que vous faites à l'égard de la société marchande, technicienne et spectaculaire, vous nous convainquez beaucoup, vous nous convainquez peut-être un petit peu moins sur l'origine traditionnelle et l'origine sacrale, l'origine primitive qu'auraient été les sociétés sur lesquelles vous fondez en quelque sorte vos postulats. Parce qu'en fait, d'abord, sur le plan historique, on a encore beaucoup de questions qu'on peut se poser sur ces sociétés. On ne les connaît pas encore tout à fait bien. Et ensuite, si on a une vision de l'homme qui est une vision imparfaite et une vision même parfois où la part maudite existe en lui, il est difficile de penser que ces institutions vont pouvoir être meilleures que lui. Or, vous avez l'air de faire de ces communautés sacrales, ces communautés primordiales, des communautés qui seraient aussi pures et aussi bonnes que l'homme le serait lui-même. Est-ce que ça n'est pas une vision un peu optimiste, une vision un peu idéaliste de la... Je vais faire court. De votre conception à vous. Oui, je vais faire court pour permettre aux autres intervenants de répondre. La communauté de l'être, qui est donc la communauté pré-civilisationnelle avant les sociétés de l'avoir. Si on prend une grande carte, les communautés de l'être, c'est un temps extrêmement long, et la société de l'avoir, dans le cadre des civilisations du dressage social, c'est très très court.
Donc il faut bien voir que pendant des millénaires, ça a existé. Mais alors qu'est-ce qui a existé ? On n'est pas dans un fantasme paradisiaque. Il y a des conflictualités dans la communauté de l'être. Mais ce qui est décisif, c'est que jamais les contradictions ne peuvent s'autonomiser jusqu'au point où il y aurait une dissociation de la communauté. Donc il y a des contradictions. De temps en temps, il y en a un qui doit donner un coup de machette sur la tête du voisin. C'est pas le problème. C'est que jamais on a l'autonomisation paranoïaque du temps contemporain où tout explose dans une culture narcissique et dévastatrice. Oui, mais comme vous opposez la communauté de l'être à la société de l'avoir, on peut trouver ça un peu manichéen. Quand vous dites je ne dis pas qu'il n'y a pas de conflictualité dans ces sociétés-là, mais le problème, c'est les sociétés de maintenant qui, elles, sont régies par ces conflictualités. On a tendance à se dire, les communautés de l'être contre les sociétés de l'avoir, c'est peut-être un peu rapide. Et puis, sur François Bousquet et juste Constantin Parvulesco. Quelques objections, c'est entre autres sur ce que vous dites et sur Clastres, il y a quand même un fantasme. En gros, vous faites remonter le péché originel au présocratique, enfin au basculement dans les sociétés qui vont suivre les présocratiques. Je veux dire par là qu'il y a peut-être une vision un peu édénique de ce qu'a été l'humanité. Moi, je pense qu'il y a des racines anthropologiques très profondes au capitalisme. Il n'y a pas de légitimation théologique, mais les racines sont très profondes. Et je vous rappelle, pour mémoire, que la colonisation, il y a 10 000 ans, des deux Amériques, a été d'une sauvagerie phénoménale. En 1000 ans, les conquérants amérindiens ont détruit 80% des grands mammifères. Et la colonisation du Pacifique par les Indonésiens, ça a été un massacre généralisé. Ça s'est fait il y a 50 à 60 000 ans. Même chose, la culture sur brûlis, c'est l'Australie a été brûlée, en réalité, par les premiers colons. Donc moi, je trouve que la nouveauté, c'est, Olivier François l'a souligné, c'est c'est la théologie. La légitimation de cette volonté de puissance, de cette hubris, qu'opère plutôt que Pascal. Je veux dire, il n'est pas sans défaut, Pascal. Mais moi, je pensais à Pierre Nicole, exactement. Alors, notamment à Pierre Nicole, qui justifie justement par l'existence du péché originel. Et Pierre Nicole explique qu'au fond, l'homme est tellement pourri, n'est agité que par ses intérêts. Donc, il faut trouver le meilleur système, c'est de s'appuyer sur cet homme mauvais, sur l'amour de soi, et sur l'intérêt justement. Il y a une réduction. Simplement, c'est ce que les anglo-saxons appellent. Moi, je pense malgré tout, il faut quand même le renvoyer. Les Lumières anglaises ont triomphé de notre monde. Alors certes, il y a des antécédents. Les travaux de Danny Robert Dufour portent justement sur cette espèce de légitimation ce que les Anglais appellent le self-love, de l'amour de soi. C'est pour la première fois, de la fable des abeilles de Mandeville à Adam Smith, on légitime ces racines anthropologiques du capitalisme. C'est ça, me semble-t-il, la nouveauté. Alors, Francis Cousin va vous répondre. Constantin Parvulesco va prendre la parole. Là, on s'écarte un tout petit peu du sujet. Simplement, souvent, les libéraux pêchent par le fait que, pensant que l'homme est irréductablement mauvais, on ne peut pas lui donner une structure qui le corrige de façon positive, qui serait une structure qui ne serait pas marchande ou purement libérale. Et vous avez certains utopistes rousseauistes ou de gauche qui pensent que l'homme est bon et qui pensent qu'il faut absolument que la société soit en correspondance avec la décence qui serait la sienne pour qu'il puisse s'épanouir. Oui, dans les deux cas... Mais mon objection, c'était que moi, je m'en remets à l'éthologie, à la biologie, à la physiologie. On est une espèce hiérarchique. On ne s'est pas découvert subitement et très tardivement à la suite d'une mutation génétique. Une espèce hiérarchique. On l'a toujours été. Alors, je suis toujours embarrassé avec les travaux de Clastres et de certains ethnologues. C'est qu'il y a quand même une vision assez irénique, en effet idéalisée. Il y a un paradis, il y a un péché originel, donc c'est-à-dire il y a une chronologie du basculement dans des sociétés modernes. Moi, je crois que c'est négliger le génie du capitalisme. Alors, Francis Cousin vous répond tout à l'heure, mais juste Constantin Parvulesco qui fait un survol de tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent. Alors, en effet, je vais essayer de faire court. J'ai repéré un certain nombre d'idées fortes. Alors, la première qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le mot qu'a utilisé Francis Bousquet, de précarité humaine. Alors, effectivement, le thème de cette discussion, est-ce qu'on est en survie ? Alors, je pense que on peut définir le mot de survie comme une précarité d'où la transcendance serait absente.
Et là, on touche au nœud du problème. C'est-à-dire que l'être humain, en tant que voyageur, en tant qu'incarné, de toute façon, il est dans une précarité, puisque la vie elle-même, l'incarnation elle-même, est une précarité. Donc, la précarité, elle est intégrante de l'être humain. Mais la précarité devient une survie le jour où l'homme perd sa dimension transcendantale. Et c'est ce qui permet de dire que, aujourd'hui, la catastrophe, la vraie grande catastrophe, eh bien, c'est la perte de la transcendance et la perte de l'esprit. Attendez, juste parce qu'il faut prendre point par point. Quand vous parlez de la dimension transcendantale de l'homme, ça renvoie à une conception un peu surhumaniste qui n'est pas tout à fait chrétienne, parce que à partir du moment où vous avez la foi qui vous donne la possibilité d'accéder à la vérité, c'est la vérité qui vous rend libre. Donc c'est la foi qui détermine la liberté de l'homme, ça n'est pas la transcendance qui ferait partie de lui de manière intégrante et systématique. Alors je réponds à ça immédiatement par c'est l'être contre l'avoir. Donc, la problématique de l'être, hein, vous parliez Je crois reconnaître d'ailleurs une perception très parvulesquienne. Le problème de l'être, or, qui est celui qui est ? C'est le Christ. Donc, l'être, c'est le christianisme. Et l'être contre l'avoir, c'est le christianisme contre le matérialisme. Oui, ça, on est tout à fait d'accord. Et quand j'entends transcendance, j'entends la possibilité à l'homme de s'exprimer dans sa dimension verticale et non pas dans sa direction horizontale. D'accord. Economicus. D'accord. Et par contre, pour clore, la catastrophe, c'est effectivement le fait que l'esprit n'est plus présent. Quant à l'Apocalypse, tant mieux, puisque l'Apocalypse, c'est la parousie, c'est le retour à l'origine. Oui, parce que Apocalypse veut dire révélation ou dévoilement, et qu'à partir du moment où cette révélation ou ce dévoilement auront lieu, la parousie, c'est-à-dire la fusion des Jérusalem terrestres avec les Jérusalem célestes, pourra avoir lieu. Mais il ne faut pas appeler et anticiper l'Apocalypse, puisqu'on nous dit nul ne sait, nul au jour ni l'heure, et là ce serait être prophète et nihiliste que de pouvoir avoir cette pensée. Alors je ne l'appelle pas, mais je pense que nous manquons d'une certaine légèreté vis-à-vis de l'Apocalypse. Elle est mais le lexique fait une lecture différente. Le sens commun et courant d'Apocalypse a perdu son... Oui. C'est un mot totalement profane. Oui. Et c'est l'épithète qui a pris le dessus sur... Oui, mais je pense que les auditeurs ont compris à la fois la façon dont on en parlait au début et jusqu'à maintenant, et puis la façon dont vient de le rappeler Constantin Parvulesco. Francis Cousin, vous avez, je crois, une réponse à faire peut-être à François Bousquet. Ce qu'il faut, c'est saisir l'arc historique de l'univers, de la mise en marche, de la fétichisation marchande contemporaine. C'est-à-dire que le temps sacral rendait impossible l'émergence de l'avoir, puisque le sacer, le suc, rend impossible le monnayable et l'échange. Dès lors que cette fameuse révolution néolithique s'est mise en marche, l'avoir a commencé à travailler le corps de toute la perspective humaine. Et cette énorme phase où le sacré et le profane ont été le binôme de l'aliénation, de la tradition falsifiée. Parce qu'il y a une tradition primordiale, qui est la tradition justement de cette sacralité première qui ignore l'argent, la division et le pouvoir. Et ensuite, il y a une tradition falsifiée, c'est-à-dire qu'on a un jeu dialectique entre le sacré et le profane, mais un jeu dialectique qui n'est pas inerte, qui voit constamment le profane prendre le pas sur le sacré. Et on aboutit aujourd'hui à la profanation marchande universelle, où il n'y a plus de sacré, puisque la marchandise s'est fait religion du monde. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que lorsque le profane et le sacré fusionnaient, on avait plus de chances de retrouver le sacré que dans la société dans laquelle on vit, où on dissocie les deux et où le profane a trop souvent raison du sacré. Non, je dis le contraire. Je dis toujours aux gens de la tradition. Ce que j'appelle moi la tradition falsifiée. C'est-à-dire les gens qui critiquent la modernité du point de vue des sociétés traditionnelles d'avant 89. Je leur dis, c'est ce que vous aimez le plus qui a produit ce que vous détestez le plus. L'horreur mondiale de la marchandise spectaculaire... Mais il faut dire que vous faites remonter tellement loin les origines de la régression qu'on ne peut qu'à un moment donné dire, étape par étape, il y a forcément des réseaux de cause à effet qui ont fait qu'on a vécu ces produits. Il y a un problème de curseur ce péché originel, ce que j'appelle... C'est pas un péché originel. Je l'appelle le péché originel parce que j'ai l'impression... C'est une déchéance historique. Tel que vous l'interprétez, et c'est ça le péché originel. Simplement, moi je fais une lecture beaucoup plus... pour l'espèce humaine, beaucoup plus physiologique, hein, et je fais une lecture... Vous savez, vous le savez mieux que moi, le néolithique apparaît quand même très tôt en Europe, hein.
c'est vers le 3-4 000 ans, il y a 5-6 000 ans facilement le néolithique. Hein. Et quand on a comment le néolithique est apparu, le réchauffement a joué un rôle majeur dans l'apparition du néolithique, hein, parce que l'humanité, nos ancêtres, hein, traversaient des phases de glaciation beaucoup plus sévères que celles qu'on traversait. Donc il faut également, il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte. Hein. C'est un fait historique, le néolithique, hein, préhistorique. Hein. Mais comment faire? Il y a un climat qui se réchauffe, hein, il y a des terres beaucoup plus fertiles. Hein. Bon, l'humanité, l'image pénurie-abondance, il y a un fantasme, il y a un désir d'abondance dans l'humanité. Il suffit de regarder. Oui, mais ça, c'est le plus grand mythe de croire que les communautés de l'être étaient dans la pénurie. C'est faux. Les communautés de l'être, les communautés de chasseurs-cueilleurs étaient dans l'abondance. C'est tous les travaux précis que Marshall Saline a fait, statistiques après statistique, c'est que ça a été remis en cause par quantité. Mais non, ça n'a pas été remis en cause. C'est-à-dire que c'est remis en cause par une historiographie apologétique. C'est-à-dire que tout à l'heure vous parliez du pouvoir. Dans la schizophrénie mégapolitaine, il est aujourd'hui de bon ton de dire qu'il y a dans l'impuissance universelle qui nous traverse, une soif de pouvoir compensatoire. C'est-à-dire que le déchaînement de tous les pouvoirs de l'inhumanité serait venu d'une soif de pouvoir ancestrale. À un moment donné, il y aurait des pulsions de domination. Or, il n'y a pas de pulsion de domination dans un espace social qui la rend impossible. Or, pendant des millénaires, chez les chasseurs-cueilleurs, il n'y a jamais eu de soif de domination qui ait pu apparaître. Il y a des contradictions et des conflictualités. Mais non, mais c'est... Et alors, le péché originel, la chute, en fait, c'est pas la pomme. C'est le moment où l'on stocke les pommes. C'est le moment où on stocke les pommes et qu'on installe le pouvoir et on installe le pouvoir sur le stockage des pommes. Constantin Parvulescu. Alors moi, ce qui me Olivier François, ce qui me chiffonne, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que dit Francis Cousin, mais est-ce qu'il ne pense pas à un moment donné, je vais pas poser une question très naïve, qu'il n'y a pas de médiation possible malgré tout entre le chasseur-cueilleur, pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais après en tant que aussi français, européen, je suis aussi l'héritier des artisans du Moyen-Âge, des bâtisseurs de cathédrales, et je vois, quand je me promène, même dans où je vois même le Mont Athos, de ces réalisations-là, j'ai pas l'impression que c'est des réalisations de la domination capitaliste et d'une division du travail. Je vois pas le lien qu'il y a, justement, mais il peut vous dire que ce sont des résidus des communautés de l'être. Mais non, ce qu'il faut lui dire, c'est qu'à partir du moment... moi, c'est une question très naïve. Pour un Germain ou pour un Sioux, il est impossible de créer un temple ou une église, parce que la sacralité dans l'univers du monde. Dès lors que je viens dire dans un endroit qu'il y aurait là une sacralité spécifique, je dis qu'elle n'est pas à côté. Si je dis qu'elle n'est pas à côté, je dis qu'à côté, je suis dans le profane. Elle ne nie pas, le temple est aussi une louange. Oui, mais parce que, alors, ce qui est intéressant, c'est que, par rapport à ce que disait Bousquet et Parvulescu sur le problème du pouvoir, les premiers greniers vont devenir les premiers temples, et les premiers temples vont devenir les premiers lieux de pouvoir totalitaire. Alors bien évidemment, pas le totalitarisme schizophrénique contemporain de l'empire mondial de la marchandise, mais déjà les premiers lieux de pouvoir et de coercition sont nés sur les greniers qui sont ensuite devenus des temples. Il y a une fusion d'emblée de la trifonctionnalité au départ qui marque la cassure avec la sacralité. Et alors, ce qu'il faut comprendre, et là, si vous me le permettez juste un peu, parce que je vois que vous avez le lâche et Castoriadis. Non, mais il y a une question quand même que je voudrais vous poser avant, parce que je sais que vous allez entrer dans une polémique radicale avec Castoriadis et lâche. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi votre perspective à vous. Qu'est-ce qui a fait que la société, la communauté de l'être, à un moment donné, a fléchi, et que la société de l'avoir a pris le pas sur la communauté de l'être? Alors ça c'est très simple. Historiquement. Alors on le sait historiquement par les travaux de Marx, de Luxembourg, on le sait par les fouilles archéologiques maintenant considérables qui ont été faites et par toute une série de travaux ethnologiques. À un moment donné, les communautés vont rentrer en contact et par le biais d'un troc qui va devenir échangiste, l'échange va se mettre à ricocher au sein du groupe. C'est-à-dire qu'au début, les communautés échangent de communauté à communauté. L'échange ne vient pas dévaster l'intérieur de la communauté. Mais au bout d'un certain temps, par un ricochet interne à la mécanique spontanée de la marchandisation de l'espace et du temps, le ricochet interne va faire que progressivement, il va y avoir des échanges dans le groupe. Et c'est à partir de là que vont surgir des divisions, des scissions et des clivages qui vont effectivement faire éclater la communauté et la transformer en société. Mais ce qui est décisif, si vous voulez, et là-dessus je terminerai, c'est que à partir du moment où l'argent a commencé à travailler, il a tout détruit.
Et aujourd'hui, nous sommes face à un choix de radicalité maximaliste. C'était l'idée que les fascistes, les trotskistes, les centristes ont tous, que nous pourrions contrôler l'argent, est une vaste imposture. Nous ne pouvons pas contrôler l'argent. Non pas parce que l'argent serait une puissance simplement satanique, ça c'est une métaphore. Mais l'argent est un processus impersonnel de dévastation qui n'est pas contrôlable. Quand l'homme dit « je possède de l'argent », il veut dire par là que l'argent le possède. Donc le problème aujourd'hui, il est clair. Et c'est en ça que je m'oppose à Castoriadis, à Lach et à tous ces gens-là. C'est que cette idée qu'il faudrait cantonner le marché à des limites acceptables, comme le dit Lach et comme le dit Castoriadis, à des limites culturellement et éthiquement acceptables, est une imposture. Non, parce l'argent que n'est pas contrôlable. Castoriadis ou Lach, et c'est en cela qu'ils ne sont pas marxistes mais marxiens, remettent en cause quand même deux fondamentaux du capitalisme. L'accumulation du capital et du profit, donc l'accumulation pour l'accumulation, et l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc il n'y a pas de là une volonté de... Ils veulent une économie humaine. Il n'y a pas une volonté simplement de régulation social-démocrate ou d'une régulation étatique du marché. L'économie humaine n'existe pas. Il faut détruire l'économie et détruire la politique pour produire une production humaine. Et il me semble quand même c'est-à-dire anti-solvable pour les besoins humains. Il me semble quand même que Michéa, par exemple, qui s'est beaucoup inspiré des lectures de Christopher Lach et qui préface l'ouvrage dont on parlait, La culture de l'égoïsme, montre bien que justement le capitalisme finalement dans sa course à l'infini de la marchandise et à son accumulation et à son exploitation va forcément dans le mur et sa démesure entraînera forcément sa déperdition. Donc en cela, il n'y a pas de volonté de corriger gentiment. On retourne sur Proudhon, c'est-à-dire que l'on veut ménager les antinomies. C'est du proudhonisme maintenu. C'est du proudhonisme maintenu. C'est-à-dire cette idée proudhonienne qu'il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Et qu'en gérant les antinomies de la marchandise, on pourrait produire une marchandise démarchandisée, mais quand même humaine, c'est effectivement une imposture contre la dictature de la marchandise universelle. Nous devons retrouver le sens de communauté humaine, débarrasser du solvable et de la dictature de l'avoir pour produire de l'humain nécessaire. Alors, contre la monnaie, vous parliez de la monnaie. Alors, il ne vous a pas échappé que je pense que la plus grande des révolutions, c'est le glissement de la vraie monnaie, de la monnaie fiduciaire, à la monnaie papier puis à la monnaie plastique. Pourquoi ? Parce que toujours, dès que la monnaie a été frappée, vous avez une figure divine sur la monnaie. Pourquoi ? Pour exorciser le matérialisme qu'elle représente. C'est-à-dire que la pièce de monnaie, elle-même, porte son propre équilibre pour tenter de sortir du danger de la monétarisation. Et effectivement, aujourd'hui, la monnaie n'existe plus en tant que telle, elle est devenue plus pur esprit, et en tant que pur esprit, elle s'est donné la possibilité de dominer absolument le monde. François Bousquet. Toutes les sociétés traditionnelles, moi je pense que le mal est dans la bête. Hein, je suis assez augustinien, et au fond, le péché originel, c'est peut-être moi plutôt que vous, en effet. Pour autant, les sociétés traditionnelles produisaient des garde-fous. C'est-à-dire qu'elles assignaient une limite à leur puissance. Hein. Moi, je trouve que la nouveauté, à tous les égards, et c'est l'école libérale du self-love, de l'amour de soi, a fait sauter toutes ces digues. Hein. C'est la dialectique de l'hubris et de la némésis. Hein. Si je regarde anthropologiquement ce que je suis, ma testostérone, etc., je suis évidemment, pour pas parler vulgairement, on est une espèce d'une curiosité. Notre curiosité est telle qu'elle nous a conduit à coloniser l'écumène, à sortir, bref, de notre terre originaire. C'est que notre soif de curiosité, c'est une volonté de puissance. C'est une libido sciendi, pour parler comme Augustin, c'est un désir de savoir, un désir de pouvoir, un désir de puissance. C'est en nous. Simplement, les sociétés traditionnelles, je reviens à l'exemple que je citais tout à l'heure sur la colonisation des deux Amériques, elle est fascinante. Vous voulez dire qu'il y a Dionysos et Apollon, et que souvent, je pense que les sociétés anciennes, dans la postmodernité, Dionysos a pris le pas sur Apollon, alors que dans les sociétés traditionnelles, Apollon permettait de corriger Dionysos, et Dionysos permettait de vitaliser, si j'ose dire, la sagesse d'Apollon. Il y avait donc cette complémentarité qui pouvait exister.
On jouait sur les deux, simplement il y avait ce sens de la limite. Hein. Mais de l'exemple que je voulais donner, il ne faut pas s'imaginer que les sociétés archaïques n'étaient pas des sociétés violentes. Hein. Elles étaient des sociétés. Les Amérindiens ont détruit leur écosystème, l'ont détruit brutalement. Et c'est à la lumière de cette catastrophe qu'ils ont inventé, qu'ils se sont créés des dieux qui leur apprenaient le sens de la limite. Hein. Mais c'est dans un deuxième temps que la religion vous parliez tout à l'heure, on parlait des Indiens. C'est dans un deuxième temps, je ne sais pas si je suis clair. Hein. C'est une fois que la catastrophe est survenue. C'est pour ça que quand j'attends la catastrophe, que j'ai un désir de catastrophe. Hein. C'est que je pense que elle seule nous assigne des limites. Hein. Alors, j'aimerais poser quand même une autre question à Francis Cousin. Sur Radio Courtoisie. Ouais, il y a une idée de droite qui est généralement répandue, c'est que l'origine est belle. Et que, en gros, c'est pas tout à fait à droite, puisque Maurras n'avait aucune origine n'est belle. Mais oui, mais justement, quand en général, on veut citer, à la fin des choses. Quand on veut citer en général un contre-exemple à la droite qui glorifie l'origine en tant que traditionnalisme, on prend cette phrase de Maurras, et c'est justement à cela que je voulais en venir. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une civilisation, outre ce que disait Claude Lévi-Strauss, disant le négatif du civilisé, c'est pas celui celui qui est civilisé, en gros, c'est pas le moderne actuellement, c'est celui qui peut être un barbare et qui peut se considérer comme civilisé, comme le sont par exemple les Américains qui n'hésitent pas à génocider à chaque fois qu'ils le peuvent un peuple qui leur inspire confiance. Est-ce que finalement le potelage, le don et le contre-don, les formes de socialité primaire qui pouvaient exister à l'origine dans certaines communautés de l'aide dont vous nous parlez, est-ce qu'elles font partie de l'homme en tant qu'il est un être de transmission, un être de civilisation, de perpétuation, qui inscrit son histoire dans le devenir, qui inscrit son histoire dans l'être? Est-ce que ça n'est pas figer et réduire, limiter le champ existentiel que de vouloir conserver, cela dit sans mépris, le chasseur-cueilleur qui serait réduit dans sa communauté sans aspiration élévatrice, transcendante, qui le surplomberait? Alors bon, il s'agit bien évidemment pas de retourner chez les chasseurs-cueilleurs. Mais pour revenir à ce que disait François Bousquet, il n'y a pas d'Amérindiens. Le film de Mel Gibson sur Apocalypto est d'ailleurs à ce niveau très symptomatique. Chez les Amérindiens, on a les grandes civilisations étatiques du dressage social et de la servitude universelle, les Mayas, les Incas. Puis on a ces tribus de chasseurs-cueilleurs dans la forêt qui justement vivent sur un autre mode radicalement antinomique. Donc, de la même manière qu'il y avait des Germains civilisés qui étaient très proches de la civilisation et du dressage social romain, il y avait les Germains de la forêt profonde qui demeuraient archaïques et qui ignoraient l'économie monétaire. Mais ce qui est décisif... En fait, à l'époque, on n'était pas... Dans l'époque où vous nous projetez, en quelque sorte, on n'était pas dans un état de survie. C'est maintenant qu'on est dans un état de survie. Mais bien sûr, cette idée... Je veux dire, moi, j'ai énormément travaillé, par exemple, sur l'alimentation. Il est de bonne guerre de nous dire avant les gens mangeaient pas, avant les gens étaient souvent malades, avant les gens vivaient très peu. Or, la grande dévastation que la révolution capitaliste de 1789 a mis en marche et qui a commencé au XIIe, au XIIIe, au XIVe siècle, c'est un temps très long qui a déjà détruit les communaux ancestraux où vivaient effectivement ces communautés paysannes. Mais si vous prenez par exemple la consommation de viande au XIIe ou au XIIIe siècle, elle est pratiquement de 500 à 600 grammes par personne et par jour. C'est-à-dire que la grande dévastation démocratique de la déportation vers les usines au XVIIIe et au XIXe a fabriqué des miséreux dans une survie absolument folle. Mais les gens avant vivaient dans un cadre totalement différent. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Abondance frugale dans ces sociétés dites primitives et primordiales, précarité sociale et abondante aujourd'hui, si j'ose dire, voilà, dans les communautés de l'avoir. Mais alors aujourd'hui, ce qui est très intéressant par rapport à ce que disait François Bousquet sur ce problème de pulsion, de besoin de pouvoir, etc., c'est qu'aujourd'hui, on vit, et moi je le vois en plus, au-delà de l'aspect théorique, dans l'aspect pratique, parce que je reçois des gens en souffrance, en interrogation, on n'a jamais atteint
dans ce que j'appelle la schizophrénie mégapolitaine, une telle dépossession, une telle perte de soi, parce que justement, l'économie narcissique de la représentation, qui est la part maudite de la marchandise, s'est emparée de tout. Aujourd'hui, je vois des couples cassés, des relations parents-enfants cassées, et je vois surtout l'importance de ce que vous appeliez tout à l'heure la pulsion de pouvoir et de représentation, qui n'est pas un instinct de puissance, mais qui est au contraire un aveu d'impuissance. Dans la communauté archaïque, l'homme qui se sent puissant n'a pas de volonté de pouvoir, parce qu'il est dans une immanence où la transcendance cosmique le met en équilibre avec le groupe et avec le cosmique. Les hommes de pouvoir, les hommes qui veulent du pouvoir, ce sont des hommes extrêmement fragilisés, qui sont dans une telle inquiétude d'eux-mêmes qu'il y a besoin de compenser l'absence d'énergie intérieure équilibrée par une domination sur l'extériorité. Et c'est aujourd'hui que la perversion narcissique a pris des formes complètement paranoïaques, parce que justement, l'homme étant tellement dépossédé du jouir, du calme intérieur et des savoirs, il n'y a pas de perversion narcissique chez les Sioux et les Germains. Il y a des chiens. Il y a des chiants, il y a des emmerdeurs, il y a des orgueilleux, mais il n'y a pas de perversion narcissique systémique. C'est le philo-analyste qui parle. Oui. Je ferai de nouveau un raccourci. Constantin Parvulesco. Je ferai de nouveau un raccourci humoristique. Dans l'armée que j'ai connue dans ma jeunesse, le chef, c'est celui qui porte les jumelles, et le grand chef, c'est celui qui fait porter les jumelles et qui ne porte rien. Alors Jacqueline, il y a plusieurs messages et plusieurs messages polémiques qui sont dans le sujet immédiat ou dans le sujet d'avant. Alors, je commence par... Allez-y, tous azimuts. Jésus avait promis à ses disciples qu'il reviendrait un jour. Du fait du contexte mondial actuel, le Christ revient auprès de ceux qui veulent bien l'écouter. Oui. C'est bien vrai. Un auditeur, pourquoi Monsieur Cousin ne prend-il pas en considération les écrits de la Bible ? Alors, est-ce que vous prenez en compte les écrits de la Bible ? Alors, je prends en compte les écrits de la Bible comme le faisait Simone Veil au même moment où elle lisait Karl Marx, c'est-à-dire qu'elle opposait radicalement Simone Veil, avec un W. La grande et pas la grosse. Hein. Et donc, il y a une opposition radicale entre le despotisme de l'Ancien Testament et la culture radicale d'amour des nouvelles écritures. Et il ne faut pas oublier justement, cher auditeur, la critique radicale que le Christ fit du temple de la marchandise. Et à ce titre, j'entends souvent dire que le Christ a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Mais c'est une interprétation qui, d'abord en grec, doit être précisée. Quand le Christ dit « mon royaume n'est pas de ce monde », il ne veut pas dire que les rois du monde sont libres de faire ce qu'ils sont parce qu'ils ne s'y intéresseraient pas. Ça signifie que la royauté sacrale de l'ontologie radicale du Christ telle qu'elle est posée par lui-même est en négation des royaumes de ce monde. C'est pas une neutralité à distance, c'est une radicalité insurrectionnelle. Un auditeur, je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie et que vous entendez en ce moment Constantin Parvulesco, Francis Cousin, François Bousquet et Olivier François. Alors un auditeur, l'anthropocentrisme issu des religions du désert n'est-il pas une des causes de notre décadence ? Alors là, il faudrait que cet auditeur nous explique en quoi le monothéisme chrétien, juif et musulman sont intrinsèquement anthropocentriques puisque chaque individu est censé se soumettre à son propre Dieu et non pas à se réduire à lui-même. Un auditeur, quelle voie Monsieur Cousin envisage-t-il pour réaliser sa révolution afin de réhabiliter l'être ? Moi, je n'envisage rien du tout. Je dis simplement à l'auditeur de bien regarder ce qui se passe en Grèce. C'est un préambule. C'est une introduction. La grande dévastation de la marchandise va avoir lieu dans les quelques années qui viennent. C'est-à-dire que, pour reprendre ce que disait M. Parvulesco sur la monnaie tout à l'heure, nous sommes avec une saturation des marchés absolument prodigieuse. On a créé des lignes de crédit chimériques pour repacifier et camoufler cette saturation des marchés. On va vivre le temps du grand renversement où l'économie du crédit va casser le crédit de l'économie et effectivement tout va s'effondrer. Alors au moment où tout va s'effondrer, il y aura ou des esprits de servilité qui se soumettront à ce grand chaos ou des esprits d'insurrection qui retrouveront une forme de sacralité, de conscience critique. Autre auditeur, Monsieur Cousin est un véritable anarchiste qui se cache derrière de grands mots. Alors, est-ce que vous accepteriez, Francis Cousin et vous-même, Olivier François, qui est un anarchiste chrétien, est-ce que vous accepteriez cette formule que vous connaissez certainement d'Antonin Artaud, l'anarchiste est celui qui aime tellement l'ordre qu'il n'en accepte pas de parodie ?
Non, parce que l'anarchisme, pour moi, est une imposture gauchiste. Et on l'a vu en 1937 à Barcelone. Oui, mais là, il y avait des ministres anarchistes. La définition, attendez, je connais la définition de Artaud n'est pas celle d'un gauchiste. Vous avez bien compris. Oui. Il renverse justement. Ministre anarchiste qui était quand même dénoncé. Le mot même. Si vous voulez, bon, moi, je fais une critique radicale de la marchandise. Il y a la droite du capital et il y a la gauche du capital. Et le laboratoire de recherche du capital, c'est l'extrême gauche du capital, à travers le trotskisme, l'anarchisme et le maoïsme, qui sont l'avant-garde de la révolution capitaliste. Donc, la communauté de l'être, le communisme ontologique de notre sacralité véritable, il renvoie les libertaires où les libertaires doivent être mis, c'est-à-dire à la gauche de la gauche, en serviteurs de toutes les impostures démocratiques du capitalisme moderne. Alors, je lis dans matérialisme scientifique comme définition absolue du capitalisme de l'argent. Alors, l'essence même intellectuelle de l'argent. Je lis dans La culture de l'égoïsme de Christopher Lasch et Castoriadis, sous la plume de Christopher Lasch, la survie est une préoccupation depuis toujours, une préoccupation première pour la plupart des gens. Alors ça, vous nous direz, Francis Cousin, François Bousquet, Olivier François et Constantin Parvulesco, si vous êtes d'accord sur ce premier constat. Mais c'est seulement à notre époque qu'elle semble avoir acquis un statut presque moral, comme si la survie était non pas la condition de possibilité d'une vie morale, mais tout ce qui existe. Si l'on voulait retourner aux Grecs, je crois qu'on verrait très clairement la différence. Pour eux, pour Aristote en particulier, la condition d'une vie morale, d'une vie pleinement vécue, c'est d'être libéré des besoins matériels, que d'ailleurs les Grecs associaient au domaine privé de la maison soumis aux contraintes biologiques et matérielles. Ce n'est qu'à partir du moment où l'on sort de ce domaine qu'on peut vraiment parler d'un sentiment du moi, d'une identité personnelle, d'une vie civique, une vie morale, c'est-à-dire une vie vécue en public. Et alors... Christopher Lasch insiste beaucoup sur cette notion d'espace public qui est aujourd'hui de plus en plus restreint au profit d'une privatisation généralisée de tous les espaces communs. Castoriadis le fait également. Simplement, on a le sentiment, François Bousquet, que chez Lasch, la famille qui se délite peut faire quand même partie des communautés qui permettraient à certains hommes qui seraient dépossédés de l'espace public de se replier en quelque sorte dedans et de finalement trouver encore un sens à leur existence, à défaut de pouvoir trouver cet espace public et commun. La famille sera en quelque sorte la dernière valeur refuge permettant de pouvoir s'épanouir dedans, même s'ils constatent par ailleurs le délitement de cette même famille. Mais est-ce qu'il ne met pas finalement sur un même pied d'égalité la famille qui est assiégée, mais qui est une communauté en soi, et les autres communautés professionnelles, communautés régionales, communautés locales, communautés paroissiales. On a le sentiment que la famille est peut-être dans le domaine privé, une communauté qui serait presque aussi importante que les autres communautés peuvent l'être dans le domaine public. Pour Christopher Lasch, elle est centrale. Alors que c'est pas évident chez Castoriadis, justement. Ils sont assez différents. On le sent retranché sur cette position-là, où Castoriadis accorde davantage d'importance aux communautés d'appartenance, mais qui sont partagées dans l'espace public, et où la famille en est un peu retranchée. Il y a moins de communautés affinitaires chez Lasch. En effet, la famille, la cellule de base est centrale chez lui. La communauté de travail, il est américain, Christopher Lasch. Donc il est sur un mythe du pionnier, il est sur un mythe un peu pastoral, de la petite maison dans la prairie, de manière caricaturale. C'est bien résumé. Non, mais il y a un fond de vérité. Ce fond de vérité, c'est la petite communauté. Et c'est le modèle américain, c'est le modèle de la conquête de l'Ouest. Il est un peu dans cette nostalgie-là. L'homme est un animal de petite compagnie. Donc Small is beautiful. On peut appliquer à Lasch Pour éclairer, excusez-moi de vous interrompre, François Bousquet, pour éclairer un peu les auditeurs, au fond, Lasch a certaines nostalgies en commun avec Peggy. Quand Peggy parle dans l'argent, par exemple, de la France d'avant la catastrophe, pour lui c'est 1880, c'est-à-dire cette France de petits artisans, qu'on retrouve d'ailleurs dans un certain socialisme, je ne sais pas si vous l'appréciez ce socialisme-là, mais un peu proudhonien justement, ou des gens comme William Morris, moi ça m'y fait penser aussi, grand critique d'ailleurs de l'industrialisation et
il fait partie aussi de cette tradition qui existe en Angleterre, qu'on peut rapprocher de Peggy, c'est-à-dire ce socialisme de petits artisans, de petits propriétaires, de communautés de quartier, mais à la fois méfiant envers l'État et méfiant envers un capitalisme qui monopolise, mais pas forcément d'ailleurs radicalement opposé à toute forme d'échange marchand. Et de propriété privée. Et de propriété privée. Mais... Qui était la condition sine qua non dans la vision mentale de l'art. En fait, je l'ai rapproché de Proudhon aussi. Mais le mot est atroce, il a été dévalué, pas pour moi, mais il a été dévalué par Poujade et par Marx. Mais fondamentalement, Lâche est un petit bourgeois. Sa vision du monde est une vision petite bourgeoise, et il assume le terme. Et il pense, et c'est avant tout le grand théoricien du populisme américain, dans sa variété agrarienne, qui redécouvre, dans son chef-d'œuvre qui est Le seul et vrai paradis. Et le grand fantasme, c'est de retrouver cette petite communauté de petits propriétaires, de petits artisans, autant de gens qui ont été balayés par l'industrialisation et que Marx a écrasé de son mépris de classe, et que lui va chercher à restaurer. Mais dans une perspective restaurationniste, malheureusement, et c'est toutes les limites du populisme de Lâche. Alors, il y a encore des messages d'auditeurs, on peut pas évidemment tous les lire, puis des messages aussi de certains Christophe qui m'envoient, je lui répondrai un fax à propos du premier sujet sur le mariage homosexuel. Je rappelle donc la parution de ce livre consacré à la culture de l'égoïsme avec une postface de Jean-Claude Michéa, Christopher Lasch, Cornelius Castoriadis aux éditions Climat. C'est une collection qui doit dépendre des éditions Flammarion, si je ne m'abuse. Le livre de Francis Cousin, Lettres contre l'avoir, pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent, aux éditions du Retour aux sources. C'est un livre qu'on peut se procurer, j'imagine, sur Internet, sur Google, par exemple. L'éditeur, il n'y a pas de difficulté. Un autre livre de Christopher Lasch, dont on a évoqué de manière un peu implicite le titre, qui s'intitule Un refuge dans ce monde impitoyable, la famille assiégée, chez François Bourrin, 411 pages. C'est donc un livre important, puisque ça fait pas la première fois que Christopher Lasch s'intéresse à la question de la famille. Et puis, évidemment, aussi un jeune éditeur qui a publié 1 millier de pages sous forme de 2 tomes, tome 1, tome 2 de Cornelius Castoriadis, ses écrits politiques 1945-1947, sur la question du mouvement ouvrier. 1 millier de pages aux éditions du Cendre. Vous pouvez peut-être nous en dire 2 mots. Oui, en fait, rapidement. ça réunit en fait tous les articles qui me semblent les plus intéressants, parce qu'on va pas faire une émission sur Castoriadis. Sur le premier Castoriadis, celui de Socialisme ou Barbarie, sa rupture avec le trotskisme, c'est quand même important. Et tout ça. Voilà. Merci François Bousquet, merci Constantin Parvulesco, merci Olivier François, merci Francis Cousin.